Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la formation, une émission qui est consacrée ce soir aux douleurs neuropathiques chroniques. Des douleurs qui sont parfois ignorées, voire franchement négligées et souvent délicates à traiter. Donc nous verrons les dernières actualités sur ces douleurs, les bonnes pratiques de leur traitement avec le professeur Françoise Laroche. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes rhumatologue, spécialiste de la douleur au CHU Saint-Antoine à Paris. Alors la première question c'est... douleur chronique, on comprend. Douleur neuropathique chronique, qu'est-ce que vous désignez exactement sous cette appellation? Alors, en effet, les douleurs neuropathiques sont souvent chroniques parce qu'elles vont durer un certain temps. Donc, elles durent depuis plus de 3 mois en général. Et quand on parle de douleurs neuropathiques, au sens propre, on entend des douleurs avec une lésion du système nerveux central ou périphérique. Et donc les douleurs neuropathiques, c'est une lésion, c'est-à-dire que ça n'est pas un dysfonctionnement. Au départ, il faut qu'il y ait une lésion, qu'elle soit apparente ou moins apparente? Alors, pour caractériser les douleurs neuropathiques, il faut qu'il y ait une lésion apparente, c'est-à-dire par exemple une lésion de la moelle épinière, du système nerveux central, ou une lésion neuropathique périphérique, type un canal carpien par exemple. Donc il faut que ce soit authentifié. La différence avec des douleurs d'allure neuropathique sans lésion, que l'on qualifie de nociplastiques. Et alors, on met dans ce contexte, dans cet ensemble de douleurs neuropathiques, on met des douleurs qui sont à la fois périphériques et des douleurs centrales. Donc on se doute bien qu'elles n'ont pas exactement la même physiopathologie, mais comment on arrive à définir une entité au-delà de dire que c'est des douleurs avec une lésion neurologique? En particulier en vue du traitement. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont communs? Alors, la bonne nouvelle, c'est que les traitements sont les mêmes, mais que le diagnostic étiologique n'est pas le même. Devant une douleur neuropathique centrale, il faut évoquer une lésion du système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau ou la moelle épinière. Et tout ce qui est périphérique, c'est au niveau des plexus, des racines et des nerfs. Donc, dans le central, on peut mettre, par exemple, une plaque de sclérose en plaques, un AVC, une tumeur cérébrale, une compression médulaire, un traumatisme médulaire, par exemple. Et au niveau périphérique, on va mettre la sciatique, la névralgie cervico-brachiale, les atteintes traumatiques, chirurgicales, mais périphériques. Par exemple, une thoracotomie induit beaucoup de douleurs neuropathiques. Une chirurgie de mastectomie ou de tumorectomie pour le sein, une chirurgie de hernie inguinale, tout ça, ça induit des douleurs neuropathiques périphériques. Mais alors, comment est-ce qu'on explique que les médicaments agissent de la même façon sur deux types de douleurs qui sont à deux sites différents? C'est parce que on doit considérer le système nerveux comme un ensemble et que quand il y a une lésion à un bout, ça retentit sur le reste, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, la physiopathologie est la même, c'est qu'il y a une lésion nerveuse. Et en fait, les traitements visent la lésion nerveuse, que ce soit des lésions localisées, et là, on donnera des traitements localisés, on en parlera, je pense, après, ou si c'est des douleurs plus diffuses, on va donner des psychotropes qui ont une action centrale. Alors, on a vu apparaître il y a quelques années un concept de douleur des petites fibres nerveuses terminales. Ça rentre dans le cadre des douleurs neuropathiques ? Oui, tout à fait. En fait, les douleurs des petites fibres, la moitié sont idiopathiques, c'est-à-dire il n'y a pas de cause retrouvée, mais le reste, les causes, on les connaît. C'est par exemple le diabète, les hémopathies, d'autres maladies, les gouges rougeaux-graines, les lymphomes, tout ça donne aussi des douleurs neuropathiques des petites fibres. Et alors, à partir de là, qu'est-ce que donne la recherche fondamentale? Il y a eu des avancées, de votre point de vue, sur la compréhension de ces douleurs et de leurs mécanismes? Alors, pas de nouveautés récentes, en dehors du fait que ces douleurs chroniques neuropathiques ont tendance justement à s'amplifier, à être plus diffuses, à avoir un impact plus important, plus elles durent. Donc ça, c'est une question qui est vraiment importante à comprendre, c'est-à-dire qu'on peut avoir un patient qui au départ a des douleurs neuropathiques localisées, et puis plus elles vont durer, plus on a des phénomènes d'amplification au niveau du cerveau, qui s'appelle le wind-up, et qui s'appelle la sensibilisation centrale. Et donc, plus on traite tôt une douleur neuropathique, et moins elle va s'amplifier
et diffuser et avoir des conséquences. Par exemple, à Saint-Antoine, on va souvent très vite en hématologie, où il y a beaucoup de traitements pourvoyeurs de douleurs neuropathiques. Et quand on voit les patients 10 jours après la chimiothérapie qui aurait donné ces douleurs et qu'on les traite rapidement, ça cède vite. Alors que quand on voit des patients qui ont été opérés, par exemple, d'une prothèse de genou et qui ont des douleurs neuropathiques et qui ont traîné beaucoup entre le chirurgien qui n'a pas compris, le médecin qui se dit mais la prothèse va bien aussi, etc., et qu'on a compris que c'est des douleurs neuropathiques, on apparaît avec un traitement beaucoup plus tardivement et les résultats, du coup, sont moins bons. Donc un intérêt tout particulier à faire un diagnostic précoce afin de mettre un traitement adapté. Et comment est-ce qu'on explique ce wind-up? C'est quoi? C'est parce que la sensation anormale est ressentie et induit des dysfonctionnements du cerveau, du système de la douleur du cerveau? C'est ça, c'est-à-dire que toute douleur qui dure plus de 3 mois va entraîner dans le cerveau des phénomènes d'amplification qui sont en fait des problèmes de modulation. Le cerveau a beaucoup de mal à s'ajuster à des douleurs chroniques et du coup il va envoyer un signal douloureux permanent parce qu'il est sensibilisé. Son seuil de douleur, il est plus bas. Donc, il y a des sensations d'allodynie, c'est-à-dire des douleurs sans avoir de stimulation douloureuse, ou une hyperalgésie, c'est-à-dire des douleurs amplifiées pour une stimulation déjà douloureuse, mais on va dire un peu plus importante que ce qui est attendu. Et donc, les patients se plaignent de douleurs de plus en plus importantes qui vont diffuser plus elles durent, en fait. Donc, c'est vraiment des phénomènes que le cerveau n'arrive pas à contrôler, qui dépassent un petit peu ses capacités, on va dire, de résilience. Et est-ce qu'on doit comprendre que si on améliore le diagnostic et la précocité du diagnostic, on aurait moins de phénomènes de type allodynique et autres? Alors, l'allodynie, ça fait partie des signes de la douleur neuropathique, Bah oui. mais elle sera peut-être moins amplifiée, peut-être moins importante, peut-être moins diffusée. Et le retentissement, notamment sur le sommeil, la fatigue, l'anxiété, la dépression, tous ces problèmes de douleur chronique, plus il y a ces phénomènes qui s'installent et plus il sera difficile de contrôler la douleur. Alors, ces douleurs neuropathiques peuvent exister par elles-mêmes à la suite d'une lésion du système nerveux. Est-ce qu'elles peuvent être aussi associées à des douleurs nociceptives plus classiques? Je pense que vous en avez déjà parlé avec ces histoires de prothèses. Oui, voilà. Donc, en fait, c'est très habituel d'avoir des douleurs mixtes, à la fois nociceptives et neuropathiques, dans la lombo-sciatique, par exemple. Au début, c'est souvent nociceptif. Et puis, quand il va y avoir une sciatique qui s'installe et qui dure, ben, ça va être mixte. Là où c'est mixte et que c'est habituel, c'est dans les douleurs cancéreuses. Parce qu'il va y avoir la tumeur qui donne des douleurs nociceptives. Et puis, quand la tumeur va grossir, comprimer des nerfs, elle peut être du coup de type mixte. Donc là, on comprend bien dans ce type d'exemple le côté mixte de la douleur nociceptif et neuropathique. Et alors, à partir de là, si on prend l'ensemble de ces douleurs neuropathiques, est-ce que c'est un problème important? Qu'est-ce que ça représente comme pourcentage de la population des malades? Alors, il y a une enquête nationale qui a été faite il y a quelques années, qui s'appelait StopNet, qui était une enquête vraiment faite en population générale, et 7% de la population générale décrit des douleurs qui sont a priori neuropathiques. Donc, ça fait beaucoup. Et il y a, on va dire, 30% de la population générale qui souffre de douleurs chroniques. Et parmi ces douleurs chroniques, 7% sont de type neuropathique. Et donc, à partir de là, est-ce que vous, de votre point de vue d'expert, vous considérez que c'est des douleurs qui sont diagnostiquées précocement ou tardivement, voire est-ce que c'est des douleurs qui sont carrément ignorées et sous-diagnostiquées? Alors, on dit habituellement que les douleurs neuropathiques sont sous-diagnostiquées dans des milieux non neurologiques et sur-diagnostiquées dans les milieux neurologiques. En fait, voilà, il faudrait trouver un petit peu la moyenne, c'est-à-dire que quand un patient a une cause possible de douleur neuropathique, c'est-à-dire qu'il a eu une intervention chirurgicale, il a eu un traumatisme, il a du diabète, il a une hémopathie, il a des traitements qui peuvent favoriser des douleurs neuropathiques et qui commencent à dire j'ai des brûlures, des fourmillements, des démangeaisons, des engourdissements, des décharges électriques, j'ai des froids douloureux où ça me gratte. Tous ces éléments qui font partie du questionnaire du DN4, questionnaire douleur neuropathique 4, eh bien là, il faut l'évoquer, il faut y penser. Parce que les douleurs de type neuropathique, ce n'est pas les mêmes que nociceptifs, quoi. C'est vraiment quelque chose qui ressemble bien
à de la sensation anormale. Des paresthésies, des dysesthésies, des hyperesthésies. Donc, on peut assez rapidement faire le diagnostic avec ce questionnaire qui est assez simple, qui est en 10 questions. Il y a donc 7 questions d'interrogatoire, une question sur l'allodynie. Donc, on recherche avec un filament de Fonfrey ou un bout de coton si le passage simplement du coton ou du doigt est douloureux. Ça définit l'allodynie. Et puis, on cherche aussi s'il y a des déficits sensitifs sur le territoire potentiel du nerf touché. Alors, l'électromyogramme ne sert à rien pour faire le diagnostic positif de douleur neuropathique. Il sert éventuellement pour le diagnostic étiologique. Quelle est la cause de la douleur neuropathique? Là, on peut avoir besoin de faire un électromyogramme, pour les douleurs périphériques, bien sûr. Donc on a des signes paresthésiques, on a des signes positifs de type fourmillement, engourdissement, on a des signes déficitaires à chercher et on a des anomalies causales à chercher pour poser un diagnostic complet. Vous nous avez parlé de l'échelle DN4, donc c'est une échelle qui a été mise au point il y a maintenant quelques années. Est-ce qu'avec le recul, elle est toujours pertinente? Est-ce qu'elle doit être modifiée, complète? Et puis, vous nous rappelez un petit peu les types de symptômes qu'elle comprend et le score qu'il faut faire. Alors, c'est un questionnaire en 10 questions, le questionnaire douleur neuropathique 4, DN4. Pourquoi c'est 4? Parce qu'il faut qu'il y ait au moins 4 items sur les 10 qui soient renseignés. Alors, au départ, c'est un questionnaire de dépistage, mais il est tellement sensible et spécifique que c'est devenu un questionnaire diagnostique. Alors, ce qui est important, c'est qu'on peut faire un petit cocorico parce que c'est une équipe française qui a mis en place ce DN4 et maintenant, il est décliné dans tous les pays quasiment, et il a été traduit dans énormément de langues. Donc, en fait, surtout l'interrogatoire, donc il faut demander au patient en oui-non sur le territoire douloureux. Parce que si vous faites un questionnaire DN4 à une fibromyalgie, elle va avoir un questionnaire DN4 positif. Sauf que ce n'est pas du tout le même type de douleur. On cherche ces anomalies sur le trajet, en aval du trajet éventuellement lésé. D'accord? Alors, il faut demander, est-ce qu'il y a des brûlures? Oui, non. Sensation de froid douloureux? Oui, non. Décharge électrique? Fourmillement, picotement, engourdissement, démangeaison? Là, on arrive à 6 questions. Ensuite, à l'examen clinique, est-ce qu'il y a une hypoesthésie au tact? Une hypoesthésie à la piqûre? Et on demande au patient, est-ce qu'il y a une allodynie? C'est-à-dire que, est-ce que le frottement est douloureux? Par exemple, c'est des patients qui vous disent, la patiente qui a une mastectomie, elle dit je ne peux plus mettre de soutien-gorge. Le patient qui a été opéré qui vous dit je ne supporte plus la douche sur ma cicatrice parce que la chaleur ou le froid de l'eau me fait mal. D'accord? Donc, au moins 4 questions positives sur les 10, y compris l'examen clinique. Après, il y a un questionnaire plus on va dire, limité, qui serait limité juste au questionnaire d'interrogatoire, qui serait un DN4 modifié à 7 questions. Mais en général, il faut quand même faire l'examen clinique parce que ça va nous permettre de voir les signes négatifs de lésions nerveuses au niveau sensitif. En général, il n'y a pas de signes moteurs. Il y a rarement des signes moteurs ou alors c'est qu'il y a une atteinte globale du nerf. Parce que, par exemple, un nerf sciatique, il peut être à la fois touché au niveau sensitif, c'est là qu'on va avoir les douleurs, au niveau moteur s'il y a un déficit et au niveau sphinctérien, par exemple, si c'est S1 qui énerve aussi le périnée. Et donc, à partir de là, est-ce qu'il peut arriver qu'une douleur neuropathique soit révélatrice d'une lésion type syringomyélie ou sclérose en plaques en fonction de sa localisation? Est-ce que... Bien sûr, il y a des patients qui vous disent, qui commencent à avoir des lésions nerveuses et qui disent j'ai des décharges électriques dans les jambes, j'ai des fourmillements. Et là, bien sûr, il faut faire un examen neurologique très, très bien fait. Alors, soit on va avoir des éléments neuropathiques centraux. Donc, on peut avoir, par exemple, un syndrome pyramidal, donc des réflexes vifs, Ababaski, éventuellement un déficit. Soit on aura des atteintes périphériques, si c'est une sciatique, par exemple, pour l'exemple, par exemple, de paresthésie des membres inférieurs. Donc, c'est vrai que pour les atteintes centrales, il faudra faire des recherches au niveau central, c'est-à-dire en général IRM cérébral, voire médulaire,
selon le niveau, lésionnel, sous-lésionnel. Ça, c'est pour les atteintes centrales. Pour les atteintes périphériques, eh bien, on va regarder s'il y a par exemple une sciatique, une cruralgie ou une atteinte du sciatique poplité externe, voire une atteinte qu'on appelle des voies longues. Par exemple, pour le diabète, c'est bilatéral symétrique et ascendant. Donc, ça commence d'abord par les pieds. Quelque chose qui est important à reconnaître, c'est quand le patient ou alors il faut poser la question, il faut lui demander, est-ce que vous sentez bien le sol sous vos pieds? Est-ce que si vous marchez sur un caillou ou si vous marchez sur un sol froid, vous le sentez ou pas? Si le patient dit, quand je marche pieds nus sur le carrelage de la cuisine, c'est pareil que si je marche sur la moquette, là, vous pouvez vous poser des questions. Et alors, est-ce qu'en dehors de la durée d'évolution, est-ce qu'il y a des facteurs qui sont de bons pronostics et d'autres de mauvais pronostics? Ça peut être, j'imagine, lié à la maladie, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, par exemple, on connaît bien les facteurs de risque de douleurs neuropathiques chroniques post-chirurgicales. On sait, alors elles ne sont pas que neuropathiques, il y a des douleurs post-op non neuropathiques, mais par exemple, on sait que l'antalgie dans les 48 premières heures en post-op est très importante, que la douleur soit contrôlée en post-op immédiat. Après, plus les nerfs ont été impactés, plus il y a de risques. Donc, par exemple, si un chirurgien opère par célioscopie, il y a moins de risques que s'il opère par à ciel ouvert, oui. D'accord. Donc ça aussi c'est important. C'est pour ça qu'on sait que par exemple les thoracotomies, où on ouvre beaucoup la cage thoracique, sont des grandes pourvoyeuses de douleurs neuropathiques périphériques parce que c'est extrêmement invasif comme type de chirurgie. Voilà, donc ça il y a des facteurs, c'est plus l'étendue de la lésion, le fait que les douleurs ne soient pas contrôlées de façon rapide et précoce, et puis aussi quand ces douleurs neuropathiques, elles sont plus graves, souvent parce qu'il y a des composantes anxieuses et dépressives qui en résultent, soit par la maladie causale, soit par les conséquences de cette douleur. Et du coup, plus il y a de comorbidité, troubles du sommeil, fatigue, anxiété, dépression et importance de la lésion, plus il y a bien sûr des risques de douleurs neuropathiques plus rebelles ou en tout cas chroniques. Alors après, donc on a posé un diagnostic et vous nous aviez dit qu'un des facteurs pronostiques qui n'était pas très bon, c'était bien sûr la durée d'évolution de ces douleurs. Est-ce qu'il faut attendre obligatoirement les 3 mois d'évolution pour avoir une douleur chronique pour envisager de traiter ces malades, ou est-ce qu'il faut, dans certaines circonstances, raccourcir le délai de traitement avec les médicaments dont on va parler maintenant? Alors en fait, toute douleur doit être traitée le plus vite possible, quelle que soit son origine, neuropathique ou autre. Je vais vous donner un exemple qui montre à quel point nous, dans les centres de la douleur, on ne voit quasiment plus ces malades. Enfin, on en voit beaucoup moins, c'est les douleurs post-zostériennes. Depuis qu'on met du valacyclovir très vite, pour traiter ces douleurs neuropathiques, eh bien, on se rend compte qu'il y a moins de risques. Donc, le traitement étiologique, en fait, va avoir une efficacité rapide et prévenir les douleurs post-zostériennes. Donc, le principe de base devant toute douleur aiguë, c'est de la traiter le plus rapidement possible, d'associer un traitement étiologique quand il y en a une étiologie et symptomatique. Et l'exemple, c'est vraiment les douleurs post-zostériennes, puisqu'on a un traitement étiologique immédiat au début de la maladie et qui marche très bien. Alors, il y a eu des recommandations qui ont été refaites sur les traitements, elles sont régulières, et donc, par contre, les dernières recommandations ont changé un certain nombre de choses sur la prise en charge de ces douleurs neuropathiques. Ma première question, c'est, donc, il y a des douleurs, il y a la première ligne de traitement, et c'est important parce que on a l'impression que les antalgiques classiques ne marchent pas très très bien dans ces douleurs. Donc, est-ce qu'il faut néanmoins les essayer s'il n'y a pas de douleurs nociceptives associées ? Oui, alors en fait, le traitement des douleurs neuropathiques, c'est essentiellement les psychotropes. Mais déjà, il faut séparer 2 types de douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques localisées et les douleurs neuropathiques plus diffuses. Pour les douleurs neuropathiques localisées, on a des traitements locaux. Donc, il faut commencer par ça. Les traitements locaux, c'est les patchs de lidocaïne et si ça ne suffit pas, éventuellement, les patchs de capsaïcine.
Alors, la lidocaïne, c'est un anesthésique local qui marche très bien sur les douleurs localisées. Donc, c'est vraiment adapté quand c'est une douleur post-op, sur une hernie inguinale opérée, sur une prothèse de genou avec des douleurs neuropathiques, saphennes, ce genre de choses, ça marche très bien. Et si ça ne suffit pas, là, par contre, il faut aller en structure de la douleur pour avoir la pose de patch de capsaïcine qui, elle, est du piment fortement dosé, qui nécessite des précautions d'application particulières, puisque justement, ce piment, si on le met un peu n'importe comment, il peut à la fois être très douloureux pour le patient, mais aussi pour la personne qui applique le piment. Voilà, donc ça, c'est les traitements, on va dire, locaux, des formes localisées. Maintenant, les psychotropes, pour les douleurs plus diffuses, on dit que c'est en première ligne, mais on a des patients qui, parfois, même si les études randomisées contrôlées n'ont pas montré forcément d'efficacité, mais moi j'ai des patients qui, avec du paracétamol ou avec des traitements simples, ont une efficacité. Donc c'est pas forcément... D'ailleurs, ils les ont déjà essayés, ces traitements, donc on peut déjà avoir un petit peu de recul. Ensuite, bien sûr, viennent les 3 niveaux, on va dire, de prescription, qui sont les psychotropes. Et dans les psychotropes, on va dire, il y a 3 familles. Il y a la famille des antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, et les tricycliques. Et ensuite, il y a la famille des gabapentinoïdes. Alors, dans les antidépresseurs, les 2 fonctionnent, que ce soit les IRSNA ou les tricycliques. Maintenant, ça va dépendre du profil du patient. Vous savez que les tricycliques, il y a des contre-indications assez lourdes, glaucome à angle fermé non opéré, adénome de la prostate, et qu'il y a des complications aussi, hypotension orthostatique, sécheresse, qu'il y a quand même des troubles d'accommodation, des troubles somnolence, etc. Donc en fait, ça va dépendre du patient et de ses comorbidités, de ses traitements actuels, entre un IRSNA et un tricyclique. Et ce sera à quelle dose ? Ce sera à quelle dose pour les tricycliques par rapport aux IRSNA, par exemple ? Alors, les tricycliques, ce sont toujours des faibles doses qui ont une efficacité dans la douleur. D'ailleurs, ils ont une AMM. Et donc, en fait, on est à des... Le mieux, le préférable, c'est les tricycliques à faible dose sédatifs, de façon à pouvoir les prendre le soir et permettre une nuit plus reposée. Et en général, donc on utilise l'amitriptyline entre 1 et 25 mg par jour, en sachant qu'il faut faire une introduction très progressive. Si vous mettez 25 mg d'emblée, il y a beaucoup de patients qui ne tolèrent pas, qui vont être très endormis et très gênés. Donc il faut plutôt commencer à 3-4 gouttes, c'est pas goutte égale milligramme. Donc une goutte, c'est 1 milligramme, c'est facile. Et du coup, vous faites 3-4 gouttes pour commencer, vous faites des paliers de 3-4 jours et vous augmentez de 3 gouttes à peu près tous les 3-4 jours. Et il faut monter jusqu'à la dose qui va être efficace et aussi qui va être tolérée. Et en général, à 25 mg, on s'en sort bien. Bon, il y a certains patients, on peut devoir monter, sachant que ces traitements par tricyclique, c'est les faibles doses qui sont efficaces pour la douleur et des plus fortes doses sont utilisées en psychiatrie pour la dépression. Pour les IRSNA, on en a un particulièrement qui a une AMM dans les douleurs neuropathiques du diabète de l'adulte, c'est la duloxétine. Et là, il ne faut pas se tromper non plus dans les posologies, puisque le traitement, c'est une initiation d'une semaine à 30 mg. Mais souvent, je vois des patients à qui on n'a pas monté à 60 ensuite. Donc, c'est 30 mg pendant une semaine, pendant un repas, plutôt le soir. Et ensuite, on passe à 60 mg. Et on se donne au moins un mois à cette posologie-là pour évaluer le traitement. Ensuite, l'autre famille, en dehors des antidépresseurs, l'autre famille, c'est les gabapentinoïdes. Dans les gabapentinoïdes, ce sont des antiépileptiques qui ont une indication pour la douleur. Actuellement, dans les dernières recommandations, en première ligne, c'est la gabapentine. La prégabaline a été rétrogradée compte tenu des effets addictifs de cette molécule et du mésusage chez les toxicomanes de la prégabaline. Donc, elle a été rétrogradée. Donc, c'est gabapentine plutôt qui est mise en première ligne. Jusqu'à quelle dose ? Alors, les posologies, c'est pareil, c'est progressivement croissant. C'est 3 fois par jour et on a tous les dosages. Donc, en fait, on augmente. On fait à peu près, par exemple, 200 mg 3 fois par jour
On fait un palier de quelques jours, 3-4 jours. Ensuite, on va monter jusqu'à des doses maximales qui peuvent aller jusqu'à 2,8 g. Voilà, en général, on ne va pas jusque-là, mais c'est possible. Et donc, c'est 3 fois par jour. Et alors, quand est-ce que vous décidez que ces traitements sont en échec? C'est quand donc vous les avez amenés aux doses que vous avez conseillées, et c'est au bout au moins d'un mois de traitement comme ça, et c'est pour quel objectif thérapeutique? Parce que toute la question est là. Voilà. Alors, justement, le problème des objectifs thérapeutiques en douleur chronique, c'est qu'il faut soit très clair avec les patients. Douleur chronique ne veut pas dire guérison, surtout si on arrive tard. Donc, il faut avoir des objectifs modérés avec les médicaments. Si on a une amélioration de 30%, et les répondeurs sont assez faibles, hein, c'est parfois 30% de répondeurs, donc ce n'est pas beaucoup de répondeurs, mais si on a un répondeur qui répond avec une amélioration de la douleur de 30%, avec les médicaments, on est content. Et après, on va associer des compléments non médicamenteux de traitement. Par exemple, si on donne l'exemple de quelqu'un qui a une douleur neuropathique post-chirurgicale du membre inférieur, eh bien, il faudra aussi que ce membre inférieur soit mobilisé, il faut qu'il bouge. Si le patient ne dort pas bien ou s'il est anxieux, il va falloir compléter avec des approches médicamenteuses et non médicamenteuses du handicap et de l'anxiété. Parce que tous ces facteurs-là vont être des facteurs d'amplification. Donc, ça, c'est les recommandations médicamenteuses dont on parle, mais il ne faut pas rester sur seulement le médicament. Oui, on va y revenir. Mais donc, si je vous comprends bien, si on a une amélioration avec un traitement de première ligne, on va dire 30%, voire un petit peu plus, théoriquement, il n'y a pas de raison de déclarer que c'est un échec thérapeutique et de passer à la deuxième ligne? Exactement. Mais en fait, ça, on ne parle que du médicament. Un patient bien traité pour des douleurs neuropathiques va avoir médicament et surtout approche non médicamenteuse. Donc le problème, c'est que souvent les patients ne viennent qu'avec des médicaments et ils ont une petite amélioration, mais c'est normal qu'ils ne soient pas satisfaits parce qu'ils considèrent que ça ne suffit pas. Donc il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. La première, c'est les objectifs médicamenteux et la deuxième, les objectifs médicamenteux et non médicamenteux de résultat global. Et bien sûr, la prise en charge des comorbidités. Et donc, ça veut dire que vous faites des associations entre médicaments et traitements non médicamenteux, mais que par contre, vous ne faites pas forcément d'association entre médicaments? Pas en première ligne. Jamais en première ligne. Et donc, ça, c'est pour des lignes supplémentaires, on va dire. Alors justement, parlez-nous des lignes supplémentaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas atteint ces fameux 30% au moins d'amélioration pour les malades, sur des échelles visuelles analogiques de la douleur. Ouais. Avec une approche médicamenteuse et non médicamenteuse. Et là, on peut soit switcher les molécules, puisque si on a donné à un patient, par exemple, de la duloxétine et que ça n'a pas marché, on peut passer bien sûr à la gabapentine et vice-versa. D'accord. Donc, on va switcher. Et si ça ne suffit pas, on peut éventuellement associer antidépresseurs et antiépileptiques. De ces familles-là, hein, c'est-à-dire les antiépileptiques, c'est les gabapentinoïdes, et les antidépresseurs, c'est IRSNA ou tricyclique. Les autres n'ont pas démontré d'efficacité. Hein. Alors, en deuxième intention, on peut introduire la prégabaline. Qu'en est-il des opioïdes? C'est une grande question où ils sont beaucoup utilisés, on a l'impression des résultats qui sont un petit peu décevants, voire à risque. Alors, les opioïdes forts, déjà, ils sont mis en troisième intention dans les dernières recommandations. Hein, c'est vraiment pas le traitement de référence des douleurs neuropathiques. Et d'ailleurs, ce n'est pas le traitement de référence des douleurs chroniques non cancéreuses en général. Donc, je pense que vraiment, là, il faut arriver à se contenir quand on est médecin pour se dire, parce qu'on a tendance, on a des patients qui se plaignent tellement, on est tellement démunis qu'on se dit, allez hop, on va mettre un patch par exemple, hein, des patchs qui sont soi-disant plus faciles à utiliser, ce qui est faux, et introduire des opioïdes forts. Et après, on se retrouve avec des patients qui sont en difficulté parce qu'on n'arrive pas à les sevrer et qu'on n'a pas aussi réfléchi aux objectifs thérapeutiques avant l'introduction de ces opioïdes. Et pour ce qui est des opioïdes faibles, type tramadol, est-ce qu'on peut les associer en deuxième ligne avec les médicaments que vous avez privilégiés, à savoir les psychotropes?
Alors, les recommandations sont une chose, la pratique clinique en est une autre. La plupart du temps, moi, quand je vois des patients qui arrivent chez moi, donc nous aussi, on est en troisième ligne, hein, on voit des patients qui ont déjà eu beaucoup de choses, on les voit avec du tramadol, et il y en a avec qui ça se passe très bien. Donc, soit on va ajouter éventuellement un psychotrope, soit on va adapter le tramadol. Parce que souvent, c'est un peu ça le problème, c'est qu'il y a des problèmes d'adaptation de posologie et de compréhension de qu'est-ce qu'on cherche. D'accord ? Alors, en termes de molécules, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 2 warnings récents. Le tramadol, depuis avril 2020, on ne peut le prescrire que 3 mois. C'est la limite maintenant, puisque vous savez la surveillance de l'addiction. Et puis, fin mai 2021, la prégabaline a été aussi très limitée, puisque maintenant c'est un stupéfiant, c'est sur une ordonnance sécurisée, une délivrance mois par mois, avec un maximum de 6 mois de prescription. Donc voilà, il y a des produits qui peuvent être intéressants, mais dont les profils de tolérance sont difficiles à préjuger, et donc il faut aussi vraiment les surveiller pour éviter que les patients ne se retrouvent avec une addiction et ensuite des difficultés de sevrage et des posologies importantes d'emblée ou progressivement croissantes, et après on se retrouve coincé. Je pense que le maître mot, c'est quand même traitement non médicamenteux de ces douleurs-là, de ces douleurs chroniques, et le pied léger sur les psychotropes et les opioïdes forts. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Donc, au début, vous nous avez dit qu'il faut privilégier antidépresseurs ou la gabapentine, en recommandant des doses qui étaient plutôt assez fortes, sinon maximales, au moins pour la gabapentine, et pas pour, bien sûr, la mitriptyline. Et donc après, quand vous passez en deuxième ligne, si vous les associez, comment vous faites ? Vous réduisez les doses et vous faites de doses moyennes ou de doses faibles, de 2 molécules différentes ? Alors, les posologies ne sont pas détaillées dans les recommandations, mais en tout cas, ça dépend aussi de la tolérance des patients. On sait que, par exemple, avec les tricycliques, on ne peut pas augmenter beaucoup. Il y a des patients, ils sont à 10 mg et on ne peut pas monter plus, de toute façon. Donc, si on fait une association, on va rester avec cette dose de 10 mg et on va rajouter l'autre molécule. Pareil pour la gabapentine. On a des patients qui n'arrivent pas à monter très haut non plus. Donc, l'association tiendra compte aussi de ça. D'accord. Alors, les traitements non médicamenteux, qui sont un volet très important du traitement, il y a tout d'abord l'électrostimulation dont on n'a pas beaucoup parlé. Elle est plutôt réservée à la 3e ligne ou à la 2e ligne ? Comment ça se passe ? Alors, je dirais que nous, dans les structures douleurs, de toute façon, on met ça en place dès qu'on peut. Et si on pouvait le mettre plus tôt en place, ça serait une bonne chose, parce que ça fait partie des traitements complémentaires, même s'ils sont mis en 2e ou en ligne suivante. Par exemple, dans les 2e lignes, il y a la neurostimulation périphérique transcutanée, mais il faut savoir que celle-ci ne peut être prescrite que par un médecin qui a une capacité douleur, même en ville, ou qui travaille dans une structure douleur. Donc des médecins de ville qui ont la capacité douleur, il n'y en a pas beaucoup. Donc évidemment, ça revient aux structures de la douleur dont on connaît les délais de rendez-vous. Et donc forcément, c'est des patients qui ont déjà eu beaucoup d'autres lignes de traitement. Mais la neurostimulation périphérique transcutanée peut tout à fait être intéressante dans les douleurs neuropathiques périphériques. D'accord ? Après, viennent par exemple la stimulation médulaire pour les sciatiques chroniques, par exemple, dans ce qu'on appelle aussi les failed back surgery syndrome, c'est-à-dire les patients qui font des lombosciatiques qui résistent malgré une chirurgie discale qui aurait été bien menée et adaptée à la lésion causale éventuelle. Donc ça, par contre, ça se fait dans des centres spécialisés. Il faut évaluer, pour une stimulation médulaire, il faut évaluer vraiment le contexte du patient, l'environnement. Il faut faire un bilan psychologique pour être sûr qu'il va pouvoir accepter d'avoir cette pile et d'avoir ce suivi. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont énormément développées, à la fois pour les douleurs neuropathiques périphériques et centrales. Ce sont les stimulations corticales, électriques ou magnétiques. Transcrâniennes. Transcrânienne, bien sûr, centrale, cérébrale, oui, tout à fait. Donc, ce type de stimulation, bien sûr, n'est pas non plus trouvable au coin de la rue. Donc, c'est aussi des services soit de neurochirurgie, soit des structures douleurs qui font ce type de stimulation. C'est intéressant. Donc, ça, c'est dans le côté, on va dire, technologique. Maintenant, il y a aussi
d'autres traitements qui sont faits dans les centres de la douleur pour certaines douleurs neuropathiques réfractaires, comme les perfusions de kétamine, les perfusions de lidocaïne, mais là, ce sont vraiment, comme les opioïdes forts, c'est ça vraiment en dernière intention. Et puis, dans les approches non médicamenteuses extrêmement importantes, c'est l'éducation thérapeutique, l'information et l'éducation du patient, et lui apprendre à utiliser les outils les plus intéressants qu'il va pouvoir trouver. Par exemple, on sait très bien que dans les douleurs neuropathiques, il y a beaucoup de tensions musculaires autour de la lésion et des phénomènes d'amplification dont on a parlé de la douleur. Et on sait que des techniques comme la relaxation, l'hypnose, voire la méditation en pleine conscience ont montré des résultats qui sont très encourageants. Et alors, quand on utilise ces traitements, à un moment, on parlait beaucoup d'associer ces traitements pour récupérer une baisse de la douleur et permettre aux patients de faire un espèce de réentraînement à l'effort ou de la rééducation invigoratrice. Ça reste que d'actualité. Comment vous faites pour le mettre en place et quand? Alors, ça dépend aussi de la maladie étiologique. Une neuropathie périphérique d'un diabète, le premier traitement, c'est l'équilibre du diabète. C'est le traitement étiologique, vous voyez. Et donc là, ces patients-là, évidemment, on va aussi rééduquer le pied diabétique, toutes les lésions que peuvent l'artérite diabétique. Enfin, voilà. Donc c'est des rééducations un peu spécifiques de l'étiologie. Si c'est des douleurs neuropathiques en rapport avec une sciatique, et bien sûr, la rééducation du rachis et des membres est indispensable, et le traitement étiologique éventuellement d'une lésion compressive s'il en reste une. Vous voyez. Donc en fait, si c'est bien sûr des traitements de douleurs neuropathiques induites par les chimiothérapies, eh bien, on va discuter avec les oncologues ou les hématologues à modifier éventuellement la chimiothérapie, voir les posologies, voir l'intervalle de fréquence des cures. Tout ça, c'est vraiment très réfléchi. Outre le traitement symptomatique. Je pense que c'est vraiment important d'avoir en tête le traitement étiologique quand il y a une étiologie. Puisque les neuropathies à petite fibre, dans 50% des cas, c'est idiopathique, donc il n'y aura pas de traitement étiologique, et le traitement symptomatique. Et on a beaucoup parlé aujourd'hui du traitement symptomatique, c'est-à-dire les différentes recommandations, mais qui ne prennent pas en compte le traitement étiologique, qui est indissociable, bien sûr, de traitement de toutes ces douleurs. Et par expérience, donc vous nous avez dit avoir constaté un progrès pour les douleurs post-zostériennes à cause du traitement précoce antiviral. Globalement, sur les douleurs neuropathiques, vous avez l'impression que ça s'est quand même amélioré sur ces dernières années. Les malades que vous voyez passer, vous voyez des progrès. Et avec le recul, quand vous les suivez sur plusieurs années, il y a des progrès malgré tout. C'est porteur d'espoir, quoi. Oui, il y a des progrès, notamment en chirurgie. Les chirurgiens sont très vigilants à faire le moins de lésions délabrantes possible. Et ça, c'est quand même très important, quand c'est possible, évidemment. Si on fait une thoracotomie, il faut tout ouvrir. Mais de faire des chirurgies par voie locale, de l'introduction de cathéters plutôt que des chirurgies à ciel ouvert, enfin voilà, des célioscopies plutôt que voilà. Donc ça, c'est vrai que les techniques opératoires et le fait de créer le moins de lésions possible, c'est moins pourvoyeur de douleurs neuropathiques. Le fait de traiter tôt les zonas, ça aussi c'est important. Le fait de savoir traiter rapidement une sciatique ou décomprimer un canal carpien, tout ça, ça participe en effet d'une certaine amélioration on va dire des conséquences de gestes qui vont favoriser des douleurs neuropathiques. Maintenant, il y a encore des gros pourvoyeurs comme la traumatologie, et comme aussi certaines maladies comme le diabète ou les hémopathies ou les neuropathies toxiques par les médicaments, etc. Donc globalement, il y a quand même des progrès. Maintenant, nous, on voit aussi des patients qui ont ces douleurs-là bien installées, et il y a encore des progrès en aval, comme on l'a dit, la stimulation cérébrale, électrique ou transcrânienne, par exemple la stimulation magnétique transcrânienne. Il y a beaucoup de travaux qui sont intéressants, qui donnent des résultats. C'est utilisé maintenant de plus en plus dans les centres de la douleur. Donc oui, il y a des deux côtés, on va dire, à la fois dans l'origine de ces douleurs neuropathiques et dans les traitements spécifiques spécialisés, il y a quand même beaucoup de progrès. L'arrivée, par exemple, de la capsaïcine pour les douleurs neuropathiques localisées, ça date d'une dizaine d'années, c'est quand même déjà un gros progrès. On a beaucoup de patients, il suffit d'appliquer le patch une fois tous les 3 mois
pour que le patient puisse être à peu près soulagé, quand ça, bien sûr, ça répond. On est d'accord, il y a toujours des répondeurs à ces traitements et des non-répondeurs. Et puis, ça permet aussi, après, d'arrêter certains traitements généraux quand on peut avoir des traitements locaux qui fonctionnent bien. Donc, Très oui, bien. il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, donc merci beaucoup. La tradition, c'est de demander si vous avez un message particulier pour vos collègues de Gilles vis-à-vis des patients qui doivent vous envoyer ou pas vous envoyer, à quel moment. Qu'est-ce que c'est votre take-home message à l'américaine? Alors, le take-home message en douleur en général, c'est d'essayer de se former au mieux pour pouvoir en prendre en charge le maximum de patients. Les structures douleurs chroniques étant réservées aux patients douloureux chroniques rebelles. Donc, c'est pour ça que je pense que... Alors, il y a de plus en plus de développement professionnel continu qui se fait, notamment, par exemple, à Sorbonne Université. Il y a des programmes de DPC douleur qui existent, qui fonctionnent et qui peuvent tout à fait être utilisés et mis en place pour des médecins de ville et pas seulement des médecins hospitaliers. Hein, ça existe. Donc, je pense qu'il faut apprendre à se former et puis suivre les recommandations. Elles sont régulièrement actualisées. Sur quel site faut-il les consulter? Le site de la Société française d'études de la douleur? SFETD, Société française d'études et de traitement de la douleur. Ouais, dont on mettra l'adresse, bien sûr, en lien. Écoutez, merci beaucoup pour votre clarté. Donc, je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et suggestions. Et pour revoir nos émissions, il suffit d'aller bien sûr sur le site de fréquencemédicale.com et sur la chaîne YouTube du même nom pour les émissions plus anciennes. Vous retrouverez Jean-François Lemoine la semaine prochaine. Bonne fin de soirée à tous.